Bienvenue dans Startup Story, une émission tournée ce soir vers le service. Et oui, le service aux personnes, le service aux entreprises. Nos 4 invités sont à la tête de toutes jeunes pousses ou bien de projets déjà bien développés. Et ils vont nous raconter leur histoire. J'ai à mes côtés tout d'abord Kevin Loangela. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le Merci. fondateur de Just Wash. Vous n'êtes pas seul en plateau, je l'ai dit. Il y a également Alexis Safarikas. Bonjour. Bienvenue, vous avez imaginé de Campfire. On va découvrir dans un instant de quoi il s'agit. Jonathan Chocart, le cofondateur de Bonjour. Listminute, est également avec nous. Et puis à vos côtés, il y a Guillaume Massard, Bonjour. qui est lui à la tête de Meet My Job. Tous les 4, je vous ai demandé un petit exercice de vous préparer mentalement, quoique je suis certaine que l'exercice du pitch, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien. Et c'est Kevin qui a accepté de se lancer. Kevin, en 20 secondes, qu'est-ce que c'est Just Wash ? Alors, Just Wash, c'est une plateforme qui vous permet de commander un car wash à domicile et sur votre lieu de travail en un clic. Le principe est très simple. Donc, vous allez sur notre site web, vous rentrez les informations, le jour, l'heure, le lieu du wash. Et le jour J, un washer viendra nettoyer votre voiture avec des produits sans eau. Donc, la grande spécificité de Just Wash, c'est qu'on nettoie les voitures sans eau. Excellent ! Chapeau, hein, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dingue, beau boulot. Ça vous a demandé un grand entraînement ? Même pas. Même pas. Allez, c'est bien, l'honneur est La sauf. barre est haute. Bon, Alexis, pour de Campfire, la barre est haute, alors on vous écoute, vous avez 20 secondes pour pitcher votre start-up. Alors, Campfire, c'est une société de services aux entreprises qui est active dans le domaine de l'intelligence artificielle et donc de l'automatisation des relations clients. Concrètement, on crée des chatbots et des assistants vocaux qui répondent aux questions des clients en ligne et qui leur permettent de leur fournir une réponse correcte et dans plusieurs langues. Et nous sommes actifs un peu partout dans le monde, ce qui est déjà une prouesse pour une petite entreprise bruxelloise. Ok, pas mal, parce qu'au départ de Campfire, le nom est un peu mystérieux. Ouais. Hein. On comprend que c'est de l'intelligence artificielle, de Campfire, le lien n'est pas C'est pour ça qu'on a immédiat. mis un petit AI à côté pour le faire vraiment visible. Ouais. C'est ça. On développera un peu plus de Campfire, le feu de camp. Ouais. L'idée, c'est vraiment une conversation. Exactement, Comme on voulait autour d'un recréer feu de camp. le bien-être autour d'une conversation et pour nous, le lieu le plus commun à penser bien-être de conversation, c'était un feu de camp. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça The Campfire. Allez, Jonathan, c'est à vous hein, pour Listminute. Qu'est-ce que c'est Listminute en 20 secondes, pas plus. Alors Listminute, c'est la première plateforme d'économie collaborative en Belgique. Et donc l'objectif, c'est de mettre en relation nos utilisateurs avec des voisins qui sont prêts à leur donner un petit coup de main pour les petits services de la vie de tous les jours. Donc si vous cherchez quelqu'un pour tondre la pelouse, garder les chiens pendant les vacances, monter un meuble Ikea, il suffit de le demander sur la plateforme, vous allez trouver un voisin qui sera ravi de vous aider. Ok, on a une voisine, hein, là on avait encore une seconde. Très bien, et puis, bon ça va, la musique n'est pas trop stressante, le petit tic-tac. Guillaume, pour Meet My Job, Guillaume, on vous écoute. Alors, Meet My Job, c'est la première plateforme de recrutement à impact positif. Donc, concrètement, on aide les entreprises et associations à recruter des talents qui ont la même ADN, qui partagent les mêmes valeurs. Et de l'autre côté, on aide les talents à identifier les entreprises à impact positif qui recrutent. Parfait, même 6 secondes. On développera de toute façon tout au long de cette émission, évidemment, ce que vous faites concrètement. C'est l'occasion aussi de découvrir comment est née votre start-up. Les histoires sont parfois similaires, parfois fort différentes. Listminute fait partie déjà des anciens de l'écosystème des start-up numériques et sa création remonte en 2013. À l'époque, vous étiez étudiant. Racontez-nous. Oui, effectivement, le projet de Listminute, on l'a développé dans le cadre de nos études à l'UCL. En fait, mon master était en création d'entreprise et c'est un master qui regroupe les différentes facs de l'UNIF. Et donc, il y avait des gens en informatique, en droit, et dans différentes facultés. Et ce qui est marrant, c'est qu'Alexis en faisait partie. Donc, on a fait notre mémoire ensemble, on a lancé la boîte ensemble, puis nos chemins se sont divisés et on se retrouve aujourd'hui. Donc, voilà, c'est le petit clin d'œil d'aujourd'hui. Donc vous étiez 5 au effectivement. départ, dont Alexis. On était 5, effectivement. Enfin, 4 à faire le mémoire, et puis une 5e personne nous avait rejoint. Et puis, voilà, en fait, nous, on s'était dit vraiment dans le cadre du mémoire, on ne veut pas le faire juste dans le cadre de nos études. On veut faire quelque chose que, si on se rend compte qu'il y a un besoin sur le marché, on est prêt à vraiment se lancer parce que voilà, on avait fait ces études-là parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on avait envie de faire. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on avait envie de lancer notre boîte après, quoi. Et cette âme de l'entrepreneur, vous l'aviez déjà ? C'est quelque chose qui est né avec vos études ou vous l'aviez déjà en vous ? J'ai toujours su que je voulais lancer ma boîte après. Donc j'avais déjà commencé,
aussi même avec Alexis, on avait commencé en vendant du muguet sur le bord de la route. J'avais fait tout ce qui était mini-entreprise, junior-entreprise. Mes parents sont indépendants aussi, mon frère. Donc j'ai toujours été baigné dans cet environnement-là. Et voilà, je n'avais pas vraiment d'idée claire dans quoi je voulais me lancer, mais je savais que je voulais me lancer et avoir quelque chose. Finalement, en fait, mes facteurs de motivation, ils ont fait que évoluer au fur et à mesure. Et ceux que j'avais il y a 8 ans sont plus vraiment ceux que j'ai aujourd'hui. Et ils sont d'autant plus forts aujourd'hui, donc c'est ça qui est chouette dans l'aventure. Alors pour fonder Just Watch, Kevin, vous avez carrément interrompu vos études de droit. C'est ça. J'ai fait un bachelier en droit à l'EFEC. Après avoir terminé, j'ai fait ma passerelle à l'ULB et puis j'ai commencé un master en gestion fiscale à Solvay. Et à ce moment-là, un beau jour, j'étais à la maison et mon père me tend les clés et me dit « Kevin, va nettoyer la voiture ». J'avais pas envie, mais j'avais pas le choix. Donc du coup, je me suis rendu à la station de nettoyage qui se trouvait à 5 minutes du domicile de mes parents. Et grande surprise, j'étais pas le seul à devoir nettoyer la voiture de papa ce jour-là. Donc la station était bondée et je me suis dit « C'est dingue, on sait tout faire avec son téléphone, on peut acheter des billets d'avion, créer des cartes bancaires en quelques clics. » Pourquoi ne pas permettre à monsieur et madame tout le monde finalement de commander un petit wash à domicile et sur son lieu de travail. C'est comme ça que l'idée s'est créée. Oui, donc vraiment une expérience personnelle qui a fait que Just Watch est né. On va expliquer un peu plus tard comment vous avez monté cette idée. Il faut trouver la bonne idée. C'est un peu ça le principe de la start-up. Il faut être innovant, trouver la bonne idée et puis la faire démarrer. C'est aussi quelque part un peu une expérience personnelle qui a fait naître en vous l'idée de Meet My Job, Guillaume. C'est ça, il y a 2 constats qui m'ont poussé à créer Meet My Job. Le premier, c'est que j'entendais au repas de famille, avec les amis ou dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, voilà, j'ai du mal à me lever le matin, je trouve pas forcément de sens dans mon travail, je partage pas les valeurs de mon entreprise. Et donc, je me suis dit, OK, il y a un réel problème, on va essayer de creuser et chercher pourquoi. Et le deuxième, pourquoi on a décidé de créer Meet My Job, c'est parce qu'il est très difficile d'identifier les acteurs à impact positif qui recrutent. Moi-même, quand je cherchais à changer de travail... Alors, c'est quoi une entreprise à impact positif ? Pour donner des exemples, on a une entreprise que tout le monde connaît, par exemple Too Good To Go, qui va lutter contre le gaspillage alimentaire, qui représente 1/3 de l'alimentation mondiale. On peut avoir Janine, on a plein d'entreprises, économie circulaire, gaspillage alimentaire, slow fashion. Okay. Voilà, c'est en lien... Impact positif pour l'environnement, pour la planète, pour les gens, finalement. En lien, en fait, avec les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est une fibre qui vous parlait, pourquoi ? Moi, ça me parle déjà dans ma vie personnelle et aussi, j'ai toujours eu besoin de me lever le matin en me disant « Ok, je veux laisser ma trace, je veux avoir un impact ». Et je pense que ça passe... Je ne suis pas le seul à le penser, on est beaucoup aujourd'hui à, quand on se lève, on veut avoir un impact positif, que ce soit sur la planète, l'environnement ou la société. Et vous lancez ça tout seul ? Oui, j'ai lancé ça tout seul, accompagné du Start Lab, qui est l'incubateur de Solvay et l'ULB, qui m'ont beaucoup aidé à me développer. Et aujourd'hui, je suis aidé de plusieurs stagiaires, d'un IT et d'un photographe. Alors chacun, évidemment, vous avez grandi à votre niveau. Alexis, avant de créer The Campfire, on l'a dit, vous étiez déjà un inconnu dans le monde des startups. Ça vous a aidé, ça, le fait d'avoir déjà touché, d'avoir goûté à cette manière de monter sa boîte ? Surtout qu'après l'expérience 10 minutes, j'ai voulu faire complètement différent. J'ai été travailler dans une agence digitale à Anvers. Et du coup, j'ai touché au monde où j'étais employé, où j'ai travaillé pour quelqu'un. Et donc dégoûté par 10 minutes ? Non, pas du tout. C'est juste que j'avais envie de vraiment trouver quelque chose de complètement différent. Je voulais travailler plus à l'international. Je voulais pouvoir travailler dans le service. Et en fait, j'ai adoré ça au début, et puis je me suis très vite rendu compte que je n'étais pas du tout d'accord avec plusieurs points sur mes employeurs à l'époque, qui avaient des vues parfois un peu différentes des miennes, et donc je me suis dit, le meilleur moyen de pouvoir le faire finalement, c'est de le faire soi-même. Pas uniquement au niveau de ce que je voulais accomplir, le choix de notre service, mais aussi au niveau de comment je voulais l'accomplir. Et moi, c'était le plus important, c'était faire en sorte que les gens avec qui je travaille étaient dans une atmosphère, je pense, moi, ça me parle beaucoup ce que tu expliquais, ce que vous expliquez, et d'être avec un cadre agréable, avec des gens motivés, et créer quelque chose, une dynamique de groupe. Pour moi, c'était vraiment la motivation de base, et donc j'ai refait le pas directement. Ça a aidé dans le sens où j'avais beaucoup moins peur, parce que j'avais déjà fait tout ce processus une fois. Et donc du coup, oui, j'ai évité un peu les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, on va dire, qu'on fait quand on démarre la première fois, et ça a été plus rapide. Vous avez déjà les armes, on va dire, pour monter, c'est plus facile, on va dire, pour montrer votre start-up. Alors, c'est sûr que parfois on part de rien. Kevin, c'est votre cas. Vous avez vraiment démarré votre entreprise Just Watch sans argent. Comment alors on fait pour monter un business plan et comment on convainc les investisseurs ? C'est quoi votre parcours entre l'idée et faire grandir cette idée ?
Donc, pour la petite histoire, donc quand j'ai eu cette idée, finalement, en fait, j'ai mis en place un site web aussi, grâce à une plateforme qui s'appelle Strikingly, qui permet de créer un site web en quelques clics. J'ai utilisé un chatbot, justement, aussi pour avoir quelques commandes. Et un beau jour, en fait, je mets le site web en ligne. J'attends 2-3 jours et j'ai une première commande. Et je me rends compte que j'ai un gros problème, c'est que j'ai pas de moyens pour acheter une voiture, l'équiper, aller nettoyer la voiture, etc. Donc j'ai un peu emprunté de l'argent à mon papa à cette époque, mais une petite somme qui me permettait en fait d'acheter des produits et de commencer à partir de rien. Et puis en fait, je me suis occupé du nettoyage du premier client, du second, du troisième, etc. Et en fait, grâce à l'argent que je gagnais avec les washes précédents, ça me permettait d'investir dans la plateforme, acheter de nouveaux produits, etc., faire un peu de pub sur les réseaux sociaux. Et donc, c'était que du financement interne. Et à partir de quand, alors, est-ce qu'on pense à aller voir des investisseurs, frapper à la porte d'investisseurs? Parce que, bon, c'est vrai que si on veut grandir, à un moment donné, il faut faire des levées de fonds. Mais il y a un moment où on atteint une limite, c'est qu'on se rend compte que si on veut vraiment grandir, répondre à la demande, on a besoin de s'entourer d'une part, et on a besoin de fonds pour se développer, parce qu'à l'époque, on avait utilisé un petit chatbot qui était ridicule, mais qui permettait quand même d'avoir quelques commandes. Mais on s'est dit, pour offrir une expérience plus importante, plus intéressante à nos clients, et pour nous développer en région de Bruxelles-Capitale et dans toute la périphérie, on a besoin de fonds finalement. Et donc, du coup, on a eu de la chance parce que l'un de nos investisseurs était client chez Just Wash. Parfois, c'est comme ça que ça commence. Exactement. Ouais. Et un beau jour, donc, je faisais une petite recherche, je suis tombé sur son nom, je me suis dit, tiens, je vais m'occuper personnellement de ce wash parce qu'entre-temps, on avait recruté des washers. Je me suis rendu chez le client, on a nettoyé sa voiture comme un dieu. Et, comme tous les clients. Voilà, c'est ça. Une fois que le wash s'était terminé, il nous a dit, tiens, je suis membre d'un fonds d'investissement, etc. Est-ce que vous seriez intéressé? Et nous, on l'était, on cherchait des fonds à cette époque. Et c'est comme ça qu'on a levé nos fonds, quoi. Le premier client, parfois, il est déterminant dans vos entreprises respectives. Jonathan, par exemple, vous vous en souvenez du premier client? Le premier, en tout cas la première prestation qui a eu lieu, c'était moi qui avais fait un babysitting pour mon petit frère et ma petite sœur. Tout le monde doit d'abord y mettre du sien, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que je me souviens de l'époque où quand on avait mis des objectifs, enfin on affichait les objectifs dans le bureau, on avait fait un petit papier. Et enfin, je me souviendrai encore une fois c'était le 30 ou le 31, le dernier jour du mois, à 11h du soir, à téléphoner à ma maman pour dire qu'il fallait absolument qu'elle clôture le service pour qu'on atteigne notre objectif. Parce qu'on parlait en quelques services par mois à cette époque-là. Aujourd'hui, on a un peu plus de 5000 services réalisés par mois, donc c'est beaucoup plus important. Et je dirais que en fait, je ne sais pas si le premier est tellement le plus important. Ce qui est vraiment important, c'est d'essayer de vraiment comprendre. Moi, je trouve ça génial ce que tu faisais, d'aller faire toi-même les wash, etc. Parce que finalement, c'est ça qu'on a besoin de faire, c'est de comprendre quels sont les besoins du client. Et à partir de ça, le projet il va complètement évoluer. Et nous, le projet de base qu'on avait il y a 8 ans et celui aujourd'hui, l'idée et la vision long terme, elle reste là. La philosophie, quoi. Ouais, voilà. Mais dans la pratique, il n'y a plus grand-chose en commun. Aujourd'hui, si je montre une photo de notre site d'il y a 8 ans, tout le monde rigole, quoi. Donc voilà. Mais c'est grâce à ça qu'on a pu commencer à comprendre vraiment qu'est-ce qui était important. Pendant le mémoire, on avait développé plein de fonctionnalités dans tous les sens et on a passé un temps dingue à finalement retirer des fonctionnalités qui n'étaient pas utilisées, qui rendaient le site plus compliqué qu'autre chose. Ce qu'il faut, c'est être au contact de ce premier ou de ces... le plus longtemps possible. Même encore aujourd'hui, on rencontre des utilisateurs non-stop, quoi. Et parfois, c'est pas l'utilisateur le premier client, c'est un incubateur, c'est un start-lab qui vous met le pied à l'étrier. C'est le cas pour Meet My Job. Ça a été un moment important pour le développement de l'idée en quelque chose de concret. C'est ça, ils nous ont donné les bases, mais ils nous ont poussé à aller très vite rencontrer nos premiers clients. Au lieu de rester 1 an et demi à développer son produit en interne sans jamais rencontrer son marché, et au final perdre du temps et de l'argent, aller les rencontrer avec une solution totalement imparfaite et essayer de la construire avec ses clients. Et nous, on a vraiment été encouragés à le faire. Et ça fait peur. On se dit, on n'est pas encore parfait, mais on doit y aller, on doit aller au front. Faut bluffer à ce moment-là, ou quoi? Faut bluffer, il faut leur expliquer quand même. Jonathan en fait, oui. Faut bluffer un petit peu, mais je trouve qu'ils sont quand même vachement bienveillants avec ceux qui souhaitent se lancer. Et les premiers clients, ceux qui nous ont aidés, sont toujours chez nous au bout d'1 an et nous permettent de améliorer la plateforme, rajouter des fonctionnalités et surtout répondre
réellement leurs besoins. Et ça aussi, c'est un gage évidemment pour vous de sécurité, de dire nos premiers clients sont toujours là, ils nous ont mis le pied à l'étrier peut-être, mais ils sont toujours là. Ça vous parle, hein, tout ça, je suis sûre, Alexis. Moi, la différence, c'est que j'ai démarré l'entreprise parce que j'ai eu un premier client, on va dire. Donc, j'étais indépendant, j'avais quitté mon entreprise, j'étais devenu indépendant dans le même domaine, donc j'avais un domaine de l'intelligence artificielle et beaucoup de choses à faire. Et j'ai un de mes clients qui m'a dit j'aimerais bien aller plus loin, on voudrait construire un chatbot justement. Et j'ai été chercher un ancien collègue, je lui ai dit écoute, tiens, on a quelque chose, est-ce qu'on démarrait pas une boîte? Et c'est comme ça qu'on a démarré. Donc, l'innovation, elle est importante dans tous vos projets parce que la concurrence est rude maintenant au niveau des services. Vous avez, vous, deux services qui sur Bruxelles sont un peu encore dans des niches. Mais alors comment vous faites, vous? Parce que les chatbots, j'ai envie de dire, voilà, c'est presque déjà assis. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres? Vous parlez d'un feu de camp. On se chauffe au feu. Non, mais la différence, c'est qu'on est dans une niche aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chatbots, ça a une très mauvaise connotation. D'ailleurs, je déteste personnellement utiliser ce terme-là. Qu'est-ce qu'on doit utiliser comme mot alors? Nous, on utilise agent conversationnel, mais c'est un peu rébarbatif parfois. Donc, du coup, on utilise chatbot, mais on rajoute le petit mot intelligent avant. C'est-à-dire que notre différence, c'est que nous, on développe des solutions. Déjà, on a des clients un peu partout dans le monde, donc on est obligé de le faire en multilingue. Donc, on a fait de l'arabe, du chinois, du russe, de l'anglais. Et surtout, notre focus, c'est sur la capacité à comprendre. Donc, un bot qui ne répond, je ne sais pas de quoi vous parlez, veut répéter votre question encore et encore, c'est ce qui arrive très souvent aujourd'hui, malheureusement. Existe, oui. Nous, c'est ce qu'on évite le plus. Donc, nous, on a vraiment des systèmes qui répondent. On a un client en Belgique où il a un bot qui répond à 1500 questions en 3 langues. Et ça fonctionne vraiment bien. Donc, mais pour faire évoluer justement votre projet, vous n'êtes pas tout seul. À un moment donné, vous devez vous entourer. Vous vous rendez compte qu'il faut faire grandir l'équipe. Dans le domaine du service, on est une petite boîte. Et donc, en allant voir des clients tout seul, on a vite rendu compte que les grandes entreprises, parce que nous, on travaille majoritairement avec des grandes entreprises qui ont des gros volumes de relations clients et qui veulent pouvoir automatiser, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Les grandes entreprises nous sont dit, vous êtes trop petits en fait. Et donc, du coup, notre vision des choses a été travailler avec des partenaires technologiques, des sociétés qui vendent les technologies que nous, on utilise chez nos clients, qui nous ont dit, nous, on a besoin de gens comme nous, on a besoin, parce que nos clients nous disent, on ne sait pas comment utiliser votre technologie, on voudrait aller plus loin. Et donc, c'est ces partenaires-là qui nous ont ouvert des portes de clients gigantesques. Se greffer à des gros clients, c'est un peu ce que vous avez tenté avec List Minute, à un moment donné, un gros acteur du bricolage. Cette expérience-là, elle a été profitable pour vous? Alors, l'expérience avec une grosse chaîne de bricolage, pour ne pas la citer, mais celle-là, elle est extrêmement réussie pour nous. Mais je dirais que c'est à peu de choses près la seule qu'on a réussi à faire fonctionner dans notre historique. Je pense que les partenariats entre les grosses structures et les startups ne sont pas toujours faciles parce qu'on est sur des timings qui n'ont rien à voir. Quand on parle avec une grosse boîte et qu'ils pensent développer un projet, ça leur prend 18 mois si je suis très gentil. Et nous, c'est dans les 15 jours qu'il faut que ça change. Donc, voilà, il y a une question de timing qui est vraiment différente. Et puis, il y a une question d'attente derrière pour une très, très grosse structure. Si on dit, OK, nous... si les résultats font doubler notre business, on va être très content évidemment. Si pour eux ça représente 0,1% de leur business à ce moment-là, ils vont pas aller mettre des efforts. Et donc il y a souvent, de l'expérience qu'on a vécue nous, il y a souvent eu un espèce de décalage, de décalage où on n'était pas aligné finalement sur. En fait, ça prend un peu de temps et puis. Du coup, si ça prend un peu trop de temps pour nous, on ne peut pas continuer à mettre des ressources indéfiniment parce que faut faire tourner la boîte, il faut continuer à grandir tous les mois. C'est tous les mois qu'il faut grandir. On ne peut pas se permettre d'avoir une décroissance pendant un certain mois. Donc, alors la décroissance, évidemment, on ne vous la souhaite pas, mais en même temps, on l'a frôlé peut-être ces quelques mois et ces 2 années passées avec la crise du Covid. On parlait des relations avec les grosses boîtes. Quand il y a le confinement, que des entreprises ferment, comment Just Wash se réinvente? Est-ce qu'à ce moment-là, Kevin, vous avez eu peur pour votre business? Peur, non, mais c'est vrai que ça a vraiment changé notre activité parce qu'aujourd'hui, 70% de notre chiffre d'affaires, enfin du moins avant le Covid, provenait du B2B. Donc on travaille avec des grosses structures bien connues du grand public ici en Belgique. Et à cause du télétravail, on s'est rendu compte finalement qu'il y a pas mal de navetteurs à Bruxelles qui travaillent à Bruxelles, mais qui vivent en dehors de Bruxelles. Et donc nous, jusqu'à présent, on opérait uniquement en région de Bruxelles-Capitale. Pour bien comprendre, vous alliez dans des grosses entreprises, vous aviez plusieurs clients potentiels. C'est ça, exactement. Donc on avait des entreprises qui faisaient appel à nos services pour nettoyer leur les flotte. Véhicules, on pouvait avoir exactement une 50aine de wash par mois ou des petites structures qui faisaient une 10aine de wash par mois, ça dépendait un peu. Donc il y a le confinement, tout le monde à la maison. Et donc ce qui s'est passé, c'est que au niveau du B2B, les commandes ont chuté drastiquement, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du B2C, ça a augmenté, donc ça a un peu rééquilibré la balance. Donc c'était
drôle d'expérience parce qu'on avait l'habitude d'envoyer des washers dans des gros buildings, dans des grosses sociétés. Et là, il fallait qu'ils s'habituent à aller finalement chez monsieur et madame tout le monde, dans une petite allée, un petit garage, etc. Mais finalement, c'était intéressant parce que ça nous a permis d'acquérir des clients qu'on avait un peu du mal à aller démarcher. Quoi. Voilà, exactement. Ok. Et aujourd'hui, cet équilibre, vous l'avez retrouvé ou pas encore? Aujourd'hui, la balance n'est plus vraiment à l'équilibre, on va dire, puisque le B2B, on se rend compte que la vie redevient normale, entre guillemets, donc il y a de plus en plus de personnes qui reprennent le chemin du travail, et donc par conséquent, on recommence justement à faire plus de B2B que de B2C. Quoi. Et même avec les perspectives qu'on maintienne un petit peu le télétravail, peut-être pas à 100%, mais quelques jours par semaine, ça ne met pas de bâton dans vos roues. Absolument pas. Non. Meet My Job aussi doit sûrement se sentir concerné. Vous avez dû le voir à travers votre business. Est-ce qu'à ce moment-là, le fait qu'il y ait un peu ce ralentissement au niveau de l'économie, ça se voit justement dans vos relations avec les entreprises? Nous, on a lancé en plein Covid, donc on n'avait aucun recul. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, beaucoup d'entreprises ont gelé leur budget et n'avaient plus besoin pour la majorité d'embaucher. Et nous, notre business model, c'est les entreprises qui nous payent un abonnement. Ouais. Donc, on a eu un peu peur, effectivement, quand on a commencé. Mais de l'autre côté, ça a apporté aussi du positif parce qu'il y a une conscience un petit peu collective, une évolution des mentalités, ce qui a permis que, quand on a lancé officiellement le 1er septembre, on a eu très rapidement un flux assez important de candidatures et de talents, en fait, sur notre plateforme. Par rapport aussi à ces valeurs que vous véhiculez, c'est-à-dire locales, des valeurs positives, tout ça, en fait... Le changement de mentalité opéré peut-être par la crise, s'est senti dans votre définition de votre start-up? Je pense, oui, c'est plus rare maintenant de recevoir des candidatures de personnes qui travaillent dans des gros cabinets de conseil ou en finance qui, au bout de 5-8 ans, cherchent justement à travailler peut-être dans une plus petite structure qui va mettre en place un business model pour pouvoir plutôt avoir un impact positif sur la planète, l'environnement et la société. On reçoit de plus en plus de candidatures. Ça a du sens, ça vous confirme l'idée de votre start-up que ça a du sens par rapport Je pense. à l'actualité. Alexis, la crise, ça a boosté de Campfire. Vous parliez tout à l'heure de l'international. Alors vous êtes tout jeune, hein, vous avez été créé il y a... France 2020. Ouais. Voilà, en 2020. Là aussi, hein, vous êtes proche par rapport à ce moment clé, mais vous, au contraire, ça vous ouvre les portes de l'international? Oui, pas uniquement. Donc déjà, comme on est dans l'automatisation des supports clients dans le digital, le nombre d'entreprises qui a dû se rendre compte, et en fait, il y a eu un gros shift de plein d'entreprises qui se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas aptes à gérer autant de demandes par des réseaux digitaux. Ils étaient dans des logiques avec des magasins physiques, des points de vente, des contacts humains. Avec la crise, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de pouvoir utiliser le digital de manière un peu plus efficace. Donc, nos budgets n'ont pas gelé, justement. Je pense même qu'on a agrandi les budgets au niveau digital. Et effectivement, l'autre point, c'est qu'on a été en contact avec des grandes entreprises aux États-Unis qui nous ont dit clairement, après la crise, on aimerait mieux travailler avec des Américains ou en tout cas quelqu'un qui a un bureau sur place. Donc on est en discussion pour le faire. Mais au départ, vu que c'était le confinement, peu importe où étaient nos fournisseurs de services, du moment qu'ils nous fournissaient le service qu'on avait besoin. Donc ça nous a permis effectivement d'accéder à des marchés. Je ne pense pas qu'on aurait accédé si facilement sans avoir en tout cas une présence physique. Donc clairement... On entend digital, mais l'humain aussi, c'est des services aux personnes pour la plupart. Vous avez mis carrément votre plateforme au service des gens en cette période Covid, des hôpitaux notamment. C'est quelque chose que vous avez pu vous permettre parce que vous êtes assez solide ou c'est parce qu'à ce moment-là, c'était la seule manière d'exister quelque part? En fait... ce qui s'est passé, nous, je vais rebondir sur ce que Guillaume disait tout à l'heure par rapport à l'impact. Nous, quand je parlais de mes facteurs de motivation qui avaient évolué, je pense aujourd'hui, l'impact qu'on peut avoir sur nos utilisateurs, aujourd'hui on a 350 000 utilisateurs en Belgique, on se rend compte que plus le temps passe, plus l'impact que notre plateforme peut avoir peut être important. Et évidemment, quand il y a eu le premier confinement, les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux, donc évidemment, ils ne peuvent plus aller rendre service à leurs voisins non plus. Et donc, on a dû complètement mettre notre plateforme en pause. Il y avait juste les urgences qui pouvaient se passer, mais donc on a perdu 80% du jour au lendemain. Et à ce moment-là, on a eu énormément de chance d'une certaine manière, c'est que c'est nos utilisateurs qui sont venus vers nous, nos prestataires, en disant « qu'est-ce que je peux faire ?» Et il disait, moi je veux pas aller me faire payer pour des services, etc. Je veux juste rendre service. Et on s'est retrouvé avec des plombiers, des électriciens, jardiniers, avec 300, 500 évaluations positives sur 10 minutes, qui se retrouvaient à aller faire des courses gratuitement pour les personnes âgées. Ouais. Et ça, je pense, pour moi, on est actif dans l'économie collaborative, et c'est ça la différence entre
une simple plateforme de mise en relation et l'économie collaborative, c'est qu'il y a vraiment cette promesse de connexion humaine derrière. Alors, sans rentrer, on n'est pas dans un monde de bisounours, etc. Donc, il y a un aspect économique, évidemment. Dans l'économie collaborative, il y a économie. Mais il y a cet aspect où on a vu notre communauté qui, en fait, a été renforcée par tout ça. Vraiment, alors, au niveau des chiffres, on a vraiment eu une année... une période difficile, surtout pendant le premier confinement. Mais après, notre communauté a été renforcée et on a pu faire d'autres actions avec des bénévoles qui ont cousu des masques, avec un partenariat avec un hôpital où il y a eu des services pour plus de 300 000 € de services qui ont été offerts au personnel médical. C'était génial. Alors, le Covid, il n'est pas encore derrière nous, mais vous avez plein de projets. Le futur, c'est maintenant que vous le construisez. Je vais vous demander, ce n'est pas un pitch de 20 secondes, c'est même un pitch de 5 secondes. Chacun de me dire un petit peu le futur, le demain, pour vos startups respectives. Quel est le développement que vous voulez faire, Guillaume Massart, pour Meet My Job dans les prochaines semaines, les prochains mois qui viennent? Peut-être pas prochaine semaine, mais l'idée, c'est vraiment de développer la plateforme sur tout le territoire belge, parce qu'aujourd'hui, on n'est que sur la partie francophone. Donc, ça va être le gros challenge de 2022. Très bien. Et vous, Kevin, pour Just Wash? Idem, c'est se développer au niveau national. Aujourd'hui, on est très présent à Bruxelles et dans la périphérie. Et on compte se développer à Liège, à Charleroi et à Anvers. On a pas mal de demandes déjà. Ça veut dire agrandir vos équipes respectives. Exactement. Pour vous aussi, Alexis, Ouais, moi, on engage le recrutement qui va être le plus gros challenge, parce que le confinement et le Covid ont en tout cas changé fortement les mœurs aussi au niveau des besoins et de ce que les gens attendent. Donc il faut un peu se réadapter, essayer de comprendre un peu mieux le nouveau marché de l'emploi. Jonathan, List Minute est sur une bonne lancée de nouveau, mais c'est quoi demain pour vous? Ouais, alors le recrutement, c'est un challenge au quotidien. Maintenant, on est 25 et on grandit, on recrute une personne par mois, donc c'est clairement un recrutement, un challenge. Après, au niveau géographique, il y a l'ambition à court terme de partir à l'international. On est présent sur l'ensemble du marché belge, mais celui qui est le plus court terme là maintenant, c'est un travail sur notre image de marque, parce que on veut vraiment insister sur cet aspect communautaire. Je pense que l'impact de la crise, on verra si on retombe dans les travers d'avant ou pas, mais je pense que s'il y a quelque chose qui doit changer, les gens vont se tourner vers plus de solidarité, plus de local, ce qui est ce pour quoi on se bat depuis 8 ans. Et donc, il y a encore des leçons à tirer de la crise, on l'entend bien. Merci à tous les 4 d'avoir été nos invités sur cette émission Startup Story. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. À très bientôt.